psychorigide. L'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. Bruh. C'est déconcertant de facilité. Qui va piano va sano. Qui va sano va lontano. Ah, c'est sûr que c'est pas Joel rigolo, hein. La confiance n'exclut pas le contrôle. La lecture, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne, et après vous sécurisez. C'est sûr que quand on ne fait pas ce que je demande de faire en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. La confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zaz. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zaz. Le football, il a changé. À la fin, il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café. La drogue, c'est mal. Sans passerelle, t'es foutu. Et là, c'est le drame, tout. Allez, Tu l'as, le tu me parles pas d'âge. c'est reparti. Oh, non. Non, tu l'as, tu me parles pas d'âge? Non, Non. Ah, si Enzo, tu l'as, c'est parfait. Ouais, Donc, Jamy. c'est pas possible. C'est pas possible. Tu l'as fait, celui-là, il est génial. Et après, ça fonctionne. À 2-3 poils de cul. Et voilà. Donc ça sert. Aïe, aïe, aïe. Donc, allez, on est reparti. On est reparti, on est reparti. Zou. Alors, vous avez supprimé l'intégralité de vos VM? Non. Eh ben, faites-le. De toute façon, vous m'avez dit que ça pingait, donc c'est bon, hein, vous pouvez tout déglaner. Hein. Ça veut dire que vous êtes capable de le refaire. Bien sûr. Donc vous pouvez tout supprimer. Allez hop, ça dégage. Alors on fait ça correctement? Oui, je sais bon. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je vais faire barre, ouais. Comme ça, je suis sûr de pas faire de Ah. bêtises. Tu pourrais tous les éteindre d'un coup, hein. Mais il faut d'abord les supprimer ici, avant de supprimer les dossiers. Là, je vais encore pleurer. Ouais, pareil. Et pourquoi vous allez pleurer? L'ancien âge. Je vous ai dit de ne pas vous attacher. On est 18. Il y a possibilité de les garder encore 2-3 jours juste en les éteignant pour terminer. C'était pas fini à 100%. Du moment que tu es capable de t'y retrouver et qu'il y a des ressources disponibles pour ce qu'on va faire, moi ça me va. Et quand je dirais, bon, bah on est sur CLI XY01, tu sais ce que ça veut dire que toi c'est CLI XY112 Juste demain, je les supprime, je finirai ce soir. Ok, pas de soucis. Voilà. C'est tout parti. Bon, vous voyez, ça s'est bien passé. C'est un petit peu comme un sparadrap que t'arraches. Puis voilà, il est parti, il est parti. C'est bon, c'est nettoyé? Oui. Pas encore? Tu me dis quand c'est bon, Christophe. Hein.
Alors Christophe? Ouais. Ouais, ça veut dire c'est bon ou c'est en cours? Ça veut dire ouais, gros, je pense que Paris va pas être champion cette année, c'est ce que tu veux dire? Je pense que Paris peut être champion. Ah ouais. Ouais, moi aussi je pense qu'ils vont pas être champions. Ça va être une année 0 cette année. Contre-coup de la Ligue des Champions de l'année dernière, ils font 0 titre cette année. Mais j'arrive pas à supprimer. Ah. Il y aurait donc un rebelle. Ouais, vas-y, fais quitter. Voilà. Eh bien, donc Christophe. Tu sais, il faut que tu me parles. Hein. Il faut que tu me parles, hein, parce que sinon, moi, je sais pas ce qui se passe. Hein. Ah, n'importe où. C'est bon. Ok, parfait. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est bon, c'est tout bien nettoyé, à part ceux qui veulent garder leur VM. Pour les autres, on est reparti. On est reparti. Parfait. On va installer Windows. Maintenant que vous savez ce que c'est, donc, vous allez me faire un nouvel ordinateur virtuel. Ordinateur virtuel qui va s'appeler CliXY01, comme d'habitude. Vous cochez la case stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement, bon, comme d'habitude. Suivant. On va commencer par Windows 10. Donc faites suivant, génération 1. Volumétrie 4096, mémoire dynamique, c'est parfait. Faites suivant. On va le connecter au vSwitch privé 1. Ce sera très bien. On fait suivant. Vous allez créer un disque dur virtuel. Parce que là, on va refaire une install en partant de 0. Donc vous laissez le disque virtuel qui va créer. Et vous vous souvenez comment on fait. Hein. Vous allez sélectionner le fichier ISO. Et vous allez partir sur le Windows 10 A. Vous avez quelle version de Windows 10? C'est le 22H2. Oui, il pourrait y avoir du 22H3, du 23H1. On appelle comment du coup ça? Client 0. Et je vais faire terminer. Et comme on a fait comme d'habitude, dans les paramètres, on va mettre 4 cœurs et on va désactiver les points de contrôle automatiques. Ce que je vous ai fait faire là, c'est ce qu'on a fait le premier jour. Hein. Comme le premier jour, génération 1, 4 Go de RAM dynamique, vSwitch privé 01, 4 cœurs et désactiver les points de contrôle automatiques. Wahad. Faut que j'écrive ce que ça veut dire en fait, parce que j'ai juste écrit le phonique. C'est le Windows 10 22 H2. Wahad, ça veut dire 1. Oui. Et Dayman? Toujours. Dayman, c'est toujours. Dayman, ouais. Dayman. Dayman. Allez, je démarre. À tes souhaits. Allez, on choisit le français France. Alors, dans la deuxième boîte de dialogue de l'installation de Windows, vous avez le gros bouton Installer maintenant. Mais j'attire votre attention sur, en bas à gauche, il y a écrit Réparer l'ordinateur. Alors, pour le moment, on ne va pas le faire, mais plus tard, on fera les outils de réparation. Et donc, je vous demanderai plus tard dans la formation de vous souvenir
Vous vous souvenez où c'était les outils de réparation sur le boot? Et là, donc dans le futur, je vous demanderai de vous souvenir du passé. Le passé dont je veux que vous vous souveniez dans le futur, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est bon, vous l'avez bien imprimé? C'est bon, pas. Bah, le passé du futur. Dans le futur, je vais vous demander de vous souvenir du passé. Qui est Et le passé dont vous devrez vous souvenir dans le passé, c'est maintenant. Ouais, c'est une bonne. Elle est. Bon, elle est correcte cette phrase. Il n'y a rien qui est sorti là. J'ai même pas eu la boule noire, un truc comme ça. Que dalle. Putain, elle est modo de merde. Voilà, donc on fera plus tard réparer l'ordinateur. Pas maintenant. Allez, je fais installer maintenant. Allez, je n'ai pas de clé de produit pour l'activer. Non. Je choisis Windows 10 XP. Donc là, vous voyez bien la différence. Hein. La version familiale, c'est celle qui ne fonctionnera pas dans Active Directory. La version éducation nécessite une licence éducation. C'est des licences moins chères réservées soit aux écoles ou aux écoles. Ou c'est pour les écoles. Et les écoles ont le droit d'utiliser les licences éducation. Il faut être une école. Et Windows 10 professionnel, bien sûr. Les versions N, vous l'avez déjà expliqué. allégé. C'est allégé, voilà. Il y a des fonctionnalités multimédia en moins. Donc Windows 10 professionnel, c'est parfait. Évidemment, je lis les 145 pages de licence et je l'accepte. Alors ici, vous avez deux choix dont on avait déjà parlé. Mise à niveau, c'est pour faire une mise à niveau d'un système d'exploitation existant vers un nouveau système d'exploitation. Vous aviez un vieux Windows 8, vous voulez le mettre à niveau vers Windows 10, on peut le faire. Bon, ce sera vrai aussi, si on bootait sur un CD de Windows 12, vous voulez mettre à jour notre Windows 11 vers le Windows 12, on peut le faire. Bon là, vu qu'on n'a rien d'installé dessus, on va prendre personnalisé. D'expérience, les mises à niveau, comme il proposait, hein, c'est de la merde. D'expérience, ça a souvent posé plus de problèmes que ça n'en a résolu. Donc je vous conseillerais toujours de faire, on formate le disque dur et on réinstalle proprement Windows. On ne fait pas des mises à jour de système. Bon, ce n'est que mon avis personnel. Vous rencontrerez peut-être des gens qui l'ont fait et qui n'ont pas eu de problème. Moi, j'ai souvent eu des problèmes avec. Et, entre guillemets, on traîne les casseroles de l'ancien système. C'est-à-dire peut-être des noms de dossiers qui ont changé entre les deux systèmes. Bah, vous avez l'ancien nom du dossier, vu que vous avez juste fait une mise à niveau. Des applications qui vont peut-être pas très bien fonctionner. Moi, j'ai souvent eu des soucis, donc je le fais plus. Ah, voilà quelque chose qui va être très intéressant. Vous avez le disque dur sur lequel vous allez installer. Je vous demande de ne pas faire suivant. Vous allez faire nouveau. L'objectif va être de créer une nouvelle partition. Et je vais vous demander de faire une partition de 60 Go. Donc là où il y a écrit 128 000, vous écrivez 60 000 à la place. Et vous cliquez sur appliquer. Vous avez ma boîte de dialogue préférée qui va s'afficher. Qui vous dit, pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, Windows va créer des partitions supplémentaires. Enfin, peut créer des partitions supplémentaires pour ce fichier. Système. C'est joli, hein, les fonctionnalités qui fonctionnent. On va faire fonctionner des fonctionnalités. Il n'y a pas écrit pour qu'elles marchent. Hein. Il y a écrit pour qu'elles fonctionnent. Vous voyez pourquoi je suis traumatisé? Parce qu'il n'y a pas écrit que ça marche. Alors bien sûr, on va répondre OK. Et que se passe-t-il? Vous avez voulu créer un volume de 60 Go. Il en a fait combien? 2. Il a créé une partition réservée au système qui fait 50 mégas et une deuxième partition qui, elle, fait les 60 Go que j'ai demandé. Et enfin, il y a de l'espace non alloué. Celui-là, il est libre. Donc la question est donc, à quoi sert ce petit truc-là de 50 mégas? Pour le système d'exploitation. Ouais, Windows, ça s'installe dans une partition de 50 mégas. Ouais, bien sûr, Windows, ça fait que 50 mégas. C'est pour le cache. Non. Ah, vous connaissez la réponse. Je vous l'ai lu. Elle disait quoi, ma boîte de dialogue préférée? Pour s'assurer que les fonctionnalités Pour s'assurer que les fonctionnalités fonctionnent. Donc, correctement. Donc, est-ce que cette partition, elle va servir à quoi? Parce que les fonctionnalités fonctionnent. Mais évidemment. C'était facile. Et quelle fonctionnalité? C'est une en particulier
qui s'appelle BitLocker. Alors, quelqu'un a déjà entendu parler de BitLocker? Oui, c'est quoi? Ça permet d'encrypter le disque dur, de mettre un mot de passe. C'est ça. L'objectif, c'est de dire, cet ordinateur portable, c'est mon PC portable, j'ai évidemment des données sensibles dessus. Si un vil hacker coréen me le vole, ouvre l'ordinateur, prend le disque dur, il le met sur un lecteur et il accède aux données du disque dur, hein, direct. Pas terrible. Pour éviter ce genre de choses, Microsoft a mis en place BitLocker, qui permet de chiffrer votre disque dur. Et donc, je reprends mon exemple, sur mon ordinateur portable, j'ai activé BitLocker, donc mon disque dur, il est chiffré. Si le vil hacker coréen vole mon PC, démonte le disque dur, le branche, il accède à rien du tout. Tout est chiffré. Donc l'objectif de BitLocker, c'est sécuriser vos données. C'est sécuriser les partitions. Le disque, il est chiffré, on peut vous le voler, pas grave. De toute façon, il n'accédera à rien. Enfin, pas grave. C'est pas grave pour les données. Il n'y aura pas de perte de données. Sauf que pour fonctionner BitLocker, il lui faut une petite partition dédiée, où il peut, entre guillemets, se stocker lui-même. Comme c'est un système de chiffrement, c'est comme un logiciel, hein, un système de chiffrement. C'est quelque chose qui va crypter et décrypter. Hein. C'est ça que ça va faire. Sauf que le programme BitLocker, bah, il faut qu'il soit quelque part. Mais s'il est sur ces deux points, et que vous cryptez ces deux points, il ne peut pas s'auto-décrypter lui-même dedans. Donc il lui faut une petite partition spécifique pour pouvoir s'exécuter. Et évidemment, elle n'est pas chiffrée. Hein. Cela va sans dire. Le problème qui s'est passé, c'est que BitLocker, ça a été mis en œuvre avec Vista. Oui, c'était avec Vista. Sauf que le problème, c'est que quand on crée les partitions, quand on installait Windows, Windows ne créait pas cette petite partition. Donc, je vous donne les cas d'école. J'ai installé Windows Vista sur mon ordinateur portable, tout va bien. Je veux activer BitLocker et il me dit c'est pas possible. Vous n'avez pas la petite partition pour que je puisse m'installer. Et là, ben, on était bien embêtés. Donc, ça a été corrigé dans les versions suivantes, depuis Windows 7, Windows 8. Dès que vous installez Windows, automatiquement, il va créer ce petit lecteur, cette petite partition de 50 mégas, qui sert à ce que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, en particulier la fonctionnalité BitLocker. Comme ça, il y a sa petite place, il a sa petite partition. Quand vous allez l'activer, il va pouvoir l'utiliser. Si par contre, vous n'utilisez jamais BitLocker, parce que bon, vous n'en avez pas besoin, il y a quand même la partition. Hein. Elle est quand même là. Alors bon, c'est 50 mégas, hein, c'est pas grand chose, mais elle est automatiquement créée à chaque fois. Donc c'est tout simplement normal. Si vous analysez des PC récents, hein, qui sont en Windows 7, Windows 8, ben, ils ont cette petite partition de 50 mégas qui, ben, la plupart du temps, n'est pas utilisée, parce que toutes les entreprises ne chiffrent pas leur disque, mais elle est là. Elle est là quand même. Donc c'est normal que vous ayez cette petite partition. On en a besoin pour BitLocker. Ben, je vais la laisser, hein, telle qu'elle, laissez-la comme ça. Je vais la laisser ou je vais pas la laisser? J'hésite. Est-ce qu'on la laisse? Il y aura 50 mégas ou peut-être plus. C'est vrai que là on perd 50 mégas. Alors on peut dire que c'est pas grand chose, mais si on a un petit disque M2, un petit SSD qui fait que 60 Go ou 128 Go, 50 mégas, ça peut valoir le coup. Alors le problème c'est comment la récupérer. Ah, c'est très facile. Il suffit de la sélectionner et de faire supprimer. Et hop, elle est supprimée. Ah oui, merde, c'est chiant là. Parce que ma partition qui est là, est-ce que je peux récupérer les 50 mégas? Ouais, je ferai actualiser. Ah bah non. Parce que c'était une partition. J'ai beau actualiser. Bah non, je peux pas la récupérer. La partition 1. Ah, je supprime la partition 1. Ça marche. Ah bah... oui. Bah là j'ai tout supprimé. Et là on refait ah, je refais nouveau? Ouais, mais ça D'accord. Ah bah ça fait pareil. tu l'auras systématiquement. Parce qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Pour que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement.
Ok, merde. Putain, on refait ma partition de 50. Chut. Étendre. Ah, étendre. Alors je fais quoi? Je supprime celle-là? Ah bah celle-là je peux pas l'étendre. Et celle-là je peux l'étendre. Tu fais Shift F10, Discard. Et dans Discard on peut étendre la partition là? Non. Pour les temps. Le problème, effectivement étendre ça peut être pas mal. Mais vous ne pouvez étendre une partition que si vous avez de l'espace non alloué après. Et le problème, c'est que dans l'ordre des partitions, ma partition 1 qui est réservée au système, elle est bloquée par la partition 2 en fait. Donc il y a un petit truc, si vous vouliez effectivement utiliser 100% de l'espace, hein, sans perdre ces 50 mégas, il faut supprimer la partition 2. Oui. Et dans ce cas-là, la partition 1, celle-là on peut l'étendre maintenant. Et je peux l'étendre de 60 Go par exemple. J'ai écrit quoi? 60 000, c'est bon. Si je fais ça, j'ai bien une seule partition de 60 Go. Alors attention, si je fais suivant maintenant, j'ai sacrifié BitLocker. BitLocker, je ne pourrais pas le réactiver parce que j'ai pas ma petite partition. Mais j'aurais optimisé mon stockage. Je peux même aller plus loin encore. Hein. Je vais refaire étendre, je prends tout. Voilà. Donc là, ça y est. J'ai une seule partition de 127 Go. Et là, ça me prend tout. BitLocker, tant pis. Je l'utiliserai plus tard. Je n'ai pas forcément envie de l'avoir. Bon, là, je vous ai montré un petit truc pour vraiment de l'optimisation fiscale de vos partitions. Je ne crois pas que vous rencontrerez ça dans la vie. Par contre, à savoir, là, ça fonctionne. Hein. Si je fais suivant, ça va installer Windows sur une seule partition. Bon, la plupart des entreprises que vous allez rencontrer, la plupart des installations, c'est des installations classiques. Comme je vous ai fait faire au début. Voilà, je vais faire supprimer ça. Je vais créer mon lecteur de 60 000. 60 000, je fais appliquer. Et donc, normalement, tous les Windows que vous allez rencontrer, ils sont comme ça. Vous avez la petite partition de 50 mégas au début et le reste du stockage derrière. On va rester sur ce fonctionnement-là parce que c'est celui-là que vous allez rencontrer dans la vraie vie. Et là, on fait suivant. Macronic Disk Partition Expert gratuit, il n'y a que ça de vrai. Mais oui, mais ça s'installe pas dans le CD d'installation de Windows, ça. J'ai impossible d'installer Windows sur le lecteur 0. Ah. Partition 1, afficher les détails. Aïe. Ça y est, ça commence. Qu'est-ce que c'est que cette patate wake? Sélection partition 2. Alors. Partition 2. Eh oui, c'est parce que tu as sélectionné la partition 1 qui fait que 50 mégas. Il n'y a pas assez de place en fait. Ok. Sélectionne la partition 2, suivant. C'est parti. Mais ouais, mais si mon Windows il n'est pas installé, je fais comment pour lancer Macronic Disk Partition Expert? Hein? Non, je parlais au chat. Un truc qui est expert et qui est gratuit. Pas mal. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Tu connais? Non. Macronic expert. Ouais, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. C'est bon, ça installe? Doucement. Facile. Oh, bah, ça devrait être assez vite là, on a juste un Windows installé, c'est fait en 2 minutes ça. Enfin, ça devrait. Donc vous voyez tout à l'heure je vous ai dit que depuis Windows 2000 on n'avait rien fait. Voilà. Un petit truc qui est arrivé en plus c'est BitLocker par exemple. Mais est-ce qu'on en a besoin pour que nos applications fonctionnent? Non. C'est juste un truc de sécurité en plus qui est simplement compris dans le prix.
Parce que des logiciels de chiffrement, il y en avait bien avant. Hein. Des solutions de sécurité, on en avait plein. Donc c'est juste que mais régulièrement, Microsoft, ils intègrent dans Windows des trucs, des applications, des fonctionnalités qu'avant, il fallait ajouter. Fut un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, il n'y avait pas d'antivirus dans Windows. Il fallait installer un antivirus en plus. Il n'y avait pas de pare-feu dans Windows. Voilà. Tout ça, pour moi, c'est pas intéressant pour le système. Parce que c'est des trucs qu'on peut acheter à part. C'est juste intéressant pour le portefeuille parce que bah, c'est compris dans le prix. Mais est-ce que j'ai besoin de ça pour faire fonctionner mes logiciels? Non. Non, non, ça change pas. Mon Word, il fonctionnera pareil avant. C'est beau? Ouais. Vous avez signé pour ce matin? Oui. Tout le monde? Voyons voir ça. Est-ce qu'ils ont signé? C'est bon, c'est là. Bien. Romain, il vous a parlé des ambassadeurs? Non? L'élection des ambassadeurs, il vous en a pas parlé? On avait parlé vite fait. Ben, moi, je vous en ai parlé, mais normalement, c'est lui qui le fait. Alors, le temps que ça installe, on va parler d'autre chose. Je vais vous donner une petite explication. Je vous avais dit que les systèmes 32 bits purs, ils étaient très stables. Et que ça plantait jamais ou quasiment jamais. C'est parce qu'il y a un mode d'exécution spécifique dans les logiciels que vous utilisez. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Quand un logiciel se lance, il a des calculs à faire. Qui fait les calculs dans une machine? Le processeur. Donc en fait, votre logiciel envoie une requête au processeur pour faire un calcul. Quand il envoie cette requête, il y a un numéro d'accès au processeur. Ça sert à gérer ce qu'on appelle les files d'attente. Parce que quand vous avez beaucoup de logiciels qui sont lancés, eh bien, le processeur, même un processeur 64 bits, des fois, il y a trop de demandes, donc il ne peut pas tout traiter en même temps. Donc il les met en file d'attente, tout simplement. Vous avez déjà été à la sécurité sociale, à la pharmacie, un truc comme ça? Ça vous dit quelque chose, les tickets? Ouais. Vous savez ce que c'est. Quand vous arrivez, vous prenez un ticket. Le ticket vous permet d'accéder au guichet. Sur les logiciels, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'un logiciel se lance, il prend un ticket pour accéder au processeur. Et après, comment ça s'organise? Eh ben, on regarde dans la file d'attente. Qui a le ticket? Alors, quand vous faites la file d'attente, c'est le ticket le plus gros ou le plus petit qui accède au guichet? Le plus petit. Et bien sur Windows, c'est la même chose. C'est le ticket le plus petit qui accède au processeur. Et donc, c'est géré dans deux étages. Vous avez ce qu'on appelle le mode noyau. Le mode noyau, c'est tout ce qui va s'exécuter au niveau des services système. Et vous avez le mode utilisateur. Le mode utilisateur, c'est pour les applications. Et c'est très simple. Ce qui s'exécute en mode noyau, son ticket, c'est 5. Tout ce qui s'exécute en mode utilisateur, son ticket, c'est 15. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les processus qui s'exécutent en mode noyau sont toujours prioritaires par rapport aux processus qui s'exécutent en mode utilisateur. Tout simplement. Et ça explique un phénomène que vous ne connaissez pas parce que vous n'avez pas connu Windows 98. Mais le phénomène est le suivant. Je vous dis, une application, je vous ai dit que ça accédait au processeur pour faire des calculs. Imaginez une application qui plante. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette application? Elle va accéder au processeur, mais tout le temps. Elle ne va pas arrêter de renvoyer la même requête.
parce qu'elle a planté. Elle a planté. À chaque fois, elle lance, elle a son ticket numéro 15. Le processeur, bien sûr, il est saturé, hein, vu qu'elle, elle en voit beaucoup. S'il y a un processus système qui se lance, il a quel numéro, lui? Le 5. Donc, résultat, les processus système vont passer devant les processus de l'application. Donc, mon application, elle est plantée, oui, mais mon système d'exploitation, il est planté, non. Ça fonctionne toujours. C'est pour ça qu'en général, dans Windows, ça peut arriver que vous ayez une application qui plante, mais elle plante toute seule. Elle n'entraîne pas le système d'exploitation dans sa chute. C'est elle qui va ne plus répondre. C'est elle qui va être plantée, qui va peut-être saturer votre processeur. Mais vous avez toujours le clavier, la souris, vous avez toujours l'accès à Windows. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand vous n'aviez pas ce mode utilisateur et ce mode noyau, eh bien vous aviez l'application plante, Windows plante, et là, il fallait redémarrer. Donc c'était cette époque où je vous avais dit, Microsoft, c'était un système pas fiable, pas stable, et donc ça plantait tant que ça pouvait, et dès que c'était planté, c'est bon, il faut tout redémarrer Windows. Alors aujourd'hui, redémarrer Windows parce que c'est planté, parce que Windows est planté, normalement ça n'arrive jamais. Voilà. D'expérience, est-ce que ça vous est arrivé depuis Windows XP d'avoir justement le Windows est complètement planté, je comprends pas, j'ai plus rien et je suis obligé de redémarrer. Les seules fois où moi ça m'est arrivé, c'était des problèmes matériels. J'avais un souci avec le matériel. Bon voilà, il n'y a pas de magie, hein. Vous avez du problème matériel, vous avez beau faire le mode utilisateur, le mode noyau, il n'y a pas le mode magie, hein. Les barrettes de RAM sont défectueuses, non, ça ne fait pas changer. Et on dit que les systèmes 32 bits, c'est des systèmes où le processus système, il est protégé. Ça s'appelle le mode protégé, parce que justement, il sera toujours prioritaire par rapport aux applications. Donc une application plantée, c'est pas grave. Et donc cette notion de mode utilisateur et mode noyau, des fois ça se retrouve dans la gestion des processus. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on peut changer, je vous montrerai ça plus tard, mais on peut augmenter, changer le numéro du ticket en fait. On peut le baisser pour prioriser une application, ou au contraire l'augmenter pour que certaines applications passent devant d'autres, quand on veut prioriser ces applications entre elles. On peut faire un truc qu'il ne faut surtout pas faire, une application on peut la passer en mode noyau. Et alors là, il faut faire la prière, hein, parce que si elle plante, Windows plante. Donc on fait pas ça. On fait pas ça, c'est pas bien. J'ai écrit 2 drivers. Ouais, c'est pas faux. J'ai écrit 2 drivers. Vous en êtes à combien de pourcents? C'est J'ai la région installée. Ah, ça y est. Vachement plus rapide. Ah, mais moi, c'est le stream. Hein. C'est le stream qui me mange toutes mes ressources. Faudrait que je le passe en mode noyau un petit peu hyper V. Ça ira plus vite comme ça. Ou je mange Je connais cette théorie, oui. Alors, Karit, tu me dis que t'en es à la... À la langue. Bon, vous pouvez finir l'install alors. Donc, c'est la France, c'est ça? Ouais, c'est bon. Parfait. Clavier français. Pas de disposition en plus. Très bien. Tu n'as pas internet? Allez, on va
C'est long hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Connu ou quoi? Ah, quelqu'un. Tant que tu mets pas le bruit du max, ça va. Point. Je sais pas. Trouver ça. Possible. Vous avez tous fini? Je rame hein. Ah, ça y est. Ah. Ouais. Oh, oui. Pas d'internet. Je n'ai pas internet. Adieu Cortana. Allez, ça va. Elle est moins connue hein, que Alexa. Encore un virage raté. Pardon, Halo, elle est bien. Nous nous occupons de tout. Bon, ça va alors, c'est tout. Rien à faire. Bon, c'est moi le dernier. Ouais. Peut-être plus tard. Alors, maintenant qu'on a notre joli Windows d'installer. Un
premier truc qu'on va faire, c'est faire un petit tour dans l'arborescence des dossiers de Windows, de ce que vous devez connaître. Alors je suppose que la plupart des choses que je vais dire, vous le connaissez déjà, mais je dois faire le tour. Alors, le premier dossier à connaître, il s'appelle Windows. Il contient quoi? Windows. Toute l'installation de Windows. Dans le dossier Windows, il y a beaucoup de dossiers à l'intérieur. C'est bien sûr pas la peine de tous les connaître. Les principaux à connaître s'appellent, le premier qui m'intéresse, c'est System32. Je dis ça parce que la plupart du temps, si vous avez besoin d'aller faire des modifications dans Windows, c'est soit dans le dossier Windows, soit dans le dossier Windows System32. Que contient le dossier System32? C'est une question. Il y a quoi dedans, principalement? Configuration des logiciels. Des configurations des logiciels? Non. Ah non, il n'y a pas le système d'exploitation dans System32. On tient les fichiers de noyau. Non plus. Ça contient surtout ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ça s'appelle les DLL. C'est surtout des DLL qu'il y a dans System32. Jamais entendu ce truc-là? DLL? Si? C'est quoi? Les fichiers qui contiennent quoi? Des informations pour des applications. Oui. Registre, un truc comme ça? Non, les DLL ça n'a rien à voir avec le registre. Alors, DLL ça veut dire Dynamic Link Library, donc des bibliothèques de liens dynamiques. Alors, l'objectif des DLL, c'est faciliter la vie des développeurs. C'est-à-dire, lorsque vous faites un logiciel, par exemple, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le fenêtrage. Les fenêtres. Oui. Par exemple, qu'on puisse les déplacer, les redimensionner. Le fait qu'il y ait ici la croix pour les fermer. Tous les logiciels, enfin dans Windows, hein, ils vont s'appuyer sur une DLL qui permet d'avoir la croix en haut à droite. L'objectif, en fait, c'est quand tu es un développeur, tu vas pas tout refaire l'interface. Tu vas t'appuyer sur des DLL qui ont certaines fonctions. C'est un morceau de code, hein, en fait, une DLL, qui sert à faire quelque chose. Utilisé par les logiciels. Donc mon logiciel, plutôt que de recréer l'interface, il va dire, dans Windows, je sais qu'il y a la DLL interface.dll, donc mon logiciel, quand il démarre, ben, il va aller chercher cette DLL et il va la charger en même temps. Donc c'est ça les DLL. Les DLL, c'est des petits bouts de programme, c'est des petits bouts de code qui servent à charger, utiliser des fonctions dont on a besoin dans nos logiciels. Et la plupart des DLL sont stockés dans le dossier System32. Et ça fait partie des pannes classiques des logiciels. Un logiciel pour fonctionner, il a besoin d'une DLL, et elle n'est plus dans le dossier System32. Elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? J'en sais rien. Quelqu'un l'a supprimé, un virus, elle est plantée, etc. Donc, souvent, la résolution, bah, c'est de remettre la DLL dans le dossier System32. Récupérer la DLL sur une autre machine, par exemple, et on fait copier-coller, et puis c'est bon. Ça fonctionne comme ça. Donc ça, les DLL, c'est très important. Soit elles sont pas là, soit aussi, c'est pas la bonne version. Parce que bien sûr, ces DLL, elles sont mises à jour de temps en temps, et bah, si elle n'est pas au bon endroit, si c'est pas la bonne version, le logiciel, vous avez une jolie boîte de dialogue qui vous dit « Erreur DLL Intel manquante » ou « introuvable ». Ça veut dire que cette DLL, il faudra la mettre dans le dossier System32. Donc, premier dossier à connaître, enfin deuxième, c'est Windows System32. Deuxième dossier à connaître, le dossier 6WoW64 qui contient des DLL. Ah bah super, alors qu'est-ce que c'est que ce merdier? Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu des versions 32 bits et 64 bits de Windows. Bah oui, je viens de vous l'expliquer. Et bien les DLL, elles existent aussi en deux versions.
Alors, on pourrait même dire en 3 versions, parce qu'il y avait les versions 8 bits aussi avant, hein. Ça existait déjà. Bon, aujourd'hui, on n'a plus que 32 et 64 bits. Donc, vous avez des DLL qui portent des fois le même nom, c'est exactement la même DLL, mais il y en a une qui est pour le 32 bits et une qui est pour la version 64 bits. Il y en a une qu'on mettra dans le dossier système 32 et évidemment l'autre dans Syswo64. Si je vous demande quel est le dossier qui contient les DLL 32 bits, vous me répondez faux. Dans Système 32, il y a les DLL 64 bits. Et dans Syswo64, il y a les DLL 32 bits. Mais pourquoi il y a cette diablerie? Je répète, non, c'est pas l'inverse. Écoutez-moi bien. Dans le dossier Syswo64, il y a les DLL 32 bits. Dans le dossier Système 32, il y a les DLL 64 bits. What is the fuck? Il y a des mecs qu'on boot, mais c'est exactement ça. C'est un héritage. C'est l'héritage des systèmes 32 bits. Si on prend un Windows 32 bits, donc je vous ai dit, c'est Windows XP, c'est Windows Vista, c'est Windows 7 32 bits. Quand vous allez dans le dossier de Windows, il n'y a pas de dossier Syswo64. C'est normal, c'est un système 32 bits. Il n'y a qu'un système 32, c'est tout. Toutes les DLL sont là. Quand on est passé à la version 64 bits, pour une question de compatibilité avec des anciens logiciels, ou même tous les logiciels, les DLL 64 bits ont été mis dans le dossier Système 32. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont des grosses feignasses de merde, qui ont codé leur logiciel, et dans le logiciel il y a écrit, les DLL, c'est dans Système 32. Ce qui est normal. Ça fait 20 ans qu'elles sont là-dedans. Ça fait 20 ans que toutes les DLL sont dans le dossier Système 32. Il n'y a que depuis qu'on est passé au 64 bits qu'on a fait 2 dossiers. Donc, comme les développeurs, c'est des gros nazes, et ben leur logiciel, il ne fonctionnait pas. Il aurait fallu que dans le code du logiciel, ils aient prévu, attention, il va falloir aller chercher dans Syswo64. Donc, il a fallu pallier à la stupidité des développeurs. Donc c'est évidemment un peu contre-intuitif. Vous penseriez que dans le dossier Système 32, il y a les DLL 32 bits, mais en fait non, dans le dossier Système 32, il y a les DLL 64 bits. Donc si on vous donne une clé USB en disant « Oh, il y a le logiciel machin qui merde sur le poste de la compta, va mettre cette DLL dans le dossier qui va bien », le dossier qui va bien, normalement, c'est Système 32. Même si la DLL, il y a écrit DLL 64 bits. Hein. C'est dans Système 32 qu'il faut la mettre. Eh non mais ça c'est le problème des développeurs. Hein. Ça, c'est le problème de travailler avec des débiles. Il faut s'adapter. Ah mais moi j'ai un gros problème avec les développeurs. Hein. C'est une engeance, ces gens, c'est... Est-ce qu'on aurait des questions sur les développeurs au titre? Alors, non mais là c'est... Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Alors, moi j'ai la chance, je l'ai déjà le titre, donc je peux leur cracher dessus maintenant. Mais n'oubliez pas que potentiellement, le jury peut être développeur à ses heures perdues, ou a été un développeur et s'est recyclé. Donc, le jour du titre, vous ne donnez jamais votre avis sur quoi que ce soit. Et vous savez pourquoi? Parce que les développeurs c'est de la merde. Voilà, mais non, voilà, dire des développeurs c'est de la merde, il faut pas dire ça. Il faut dire quoi? Il faut dire, j'ai malheureusement eu que des expériences négatives avec des développeurs. C'est ça qu'il faut répondre. Malheureusement. Il y en a certainement des très bien. Malheureusement, je les ai jamais rencontrés. Ça, c'est comme le vin australien. Il paraît qu'il y a du super vin australien. Malheureusement, tous ceux que j'ai bu étaient dégueulasses. Voilà. Ce n'est que mon expérience personnelle. C'est pour ça que j'en bois plus. Voilà. Je bois que du médoc. C'est comme ça au moins. Pessac-Léognan, médoc, valeur sûre. Éventuellement du vin étranger, un Châteauneuf-du-Pape ou un Chablis, tu vois, pour s'ouvrir un peu au vin pas français. Oui, un petit Bardolino si tu veux, un truc bien frais là avec la pizza, ça passe. Sinon, non. Je parle de vin. Ah, toi t'es dans le hockey. Petit vin italien. Moi je suis à Madiran. Et avant que vous ne posiez la question, non, le dossier Syswo64 ne contient pas World of Warcraft. Ce n'est pas préfourni dans Windows avec. Et dommage.
Non, non, ça contient que les DLL. Donc faites attention à cette inversion. Hein. Le contenu 32 bits est dans le dossier SysWo64 et le contenu 64 bits est dans système 32. Pour garder la compatibilité avec des logiciels dans lesquels il y a écrit en dur, va dans le système 32 chercher les DLL. Parce qu'on a toujours fait ça avant, bah on continue de faire ça maintenant. Donc rien d'incohérent si on va vous chercher du 64 bits dans système 32. Alors, c'est les deux dossiers principaux que vous allez trouver, hein, que vous allez utiliser dans Windows. Ce sera essentiellement système 32 et éventuellement SysWo64, mais normalement non. Hein. Vu que comme ça contient les DLL 32 bits, il n'y a pas à les mettre son nez dedans. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi il y a ce dossier alors? Pourquoi il y a des DLL 32 bits dans un système 64 bits? Eh bien, il faut savoir que qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire les logiciels 32 bits, vous pouvez les installer sur un système 64 bits. Votre Windows, c'est un 64 bits, vous avez une version de Word 32 bits, c'est pas grave, vous pouvez l'installer dessus. Il y a la compatibilité descendante, justement grâce à ce dossier-là, grâce au dossier SysWo64. Évidemment, l'inverse n'est pas vrai, mais l'inverse, normalement, vous n'allez jamais le rencontrer. Hein. On ne pouvait pas installer des logiciels 64 bits sur un système 32 bits. Ça, c'était pas possible. Aujourd'hui, on n'a pas trop à s'embêter avec ça. C'est green. Donc, après les dossiers Windows, l'autre dossier, enfin les deux autres dossiers que vous avez à connaître, s'appellent Programme et Programme x86. Donc, ces deux dossiers-là servent à stocker les programmes en général, les logiciels. Il y en a un pour les logiciels 32 bits et un pour les logiciels 64 bits. Lequel est lequel? X86, c'est pour les 64 bits. C'est normal, il y a écrit 86, il y a un lien avec 64. Bah non, il n'y a aucun lien avec 64. Non. Alors effectivement, le dossier programme x86, c'est pour les logiciels 32 bits. Le dossier programme tout court, c'est pour les logiciels 64 bits. Bon, la question c'est, qu'est-ce que c'est que ce x86? C'est quoi le lien entre x86 et 32 bits? Parce qu'il y en a un. Quelqu'un le connaît. Ce x86, vous avez déjà dû le voir plein de fois. C'est le processeur. C'est-à-dire lesquels? Intel. Intel 32 bits. Voilà, c'était des processeurs Intel 32 bits, c'est pour ça que ça s'appelle 86. Il est où le lien? Le lien, il est dans le nom du modèle des puces Intel. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait des 8086, les 186, les 286, les 386, les 486. Tout ça, c'était des processeurs 32 bits. Mais plutôt que d'écrire 286, 386, 486, ils ont fait x86. Le x remplace 100, 200, 300, 400. Ça va plus vite en fait. Donc, à chaque fois que vous verrez x86, ça veut dire 32 bits. Ça fait référence aux 32 bits. J'ai parfois vu aussi écrit, j'ai vu un dossier ou un fichier, entre parenthèses, x64. 64. Et x64, c'est pourquoi? Pour les 32 bits. Eh ben, faux, c'est pour les 64 bits. Non mais les mecs, ils ont rien dans le crâne, hein. Mais les mecs, ils réfléchissent avant de faire des trucs, non? Mais j'ai déjà vu des dossiers comme ça, hein, où il y avait écrit pilote x86 et en dessous pilote x64. Pourquoi? Non, c'est... Je sais pas. Donc x86, ça veut dire 32 bits, et x64, ça veut dire 64 bits. J'ai jamais vu x32. Ça, je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai pas vu tous les dossiers du monde, hein, mais... Voilà. Dans les documentations, les fichiers dans lesquels vous allez trouver, du x86, ça veut dire 32 bits, du x64, ça veut dire 64 bits. C'est? Non. Goebbels.
86, 32, 64, 64. 86, 32, 64, 64, c'est ça. Mais tu te souviens, le dossier système 32, lui contient les DLL 64 bits. Alors que Syswo 64, il contient les DLL 32 bits. Non, mais ils étaient alcoolisés, les mecs. Hein. C'est sûr que c'était des... C'est les développeurs. Eh, bien sûr, c'est des développeurs qui ont fait ça. Faut pas s'étonner. Ils pouvaient pas mettre programme X32 comme 32 bits. Non. Donc, dans des logiques d'installation de logiciel, de modification de logiciel, quand vous verrez ça s'installe dans programme tout court, c'est un logiciel 64 bits. Si ça s'installe dans programme x86, c'est que c'est un logiciel 32 bits. Donc des fois ça arrive, quelqu'un vous dit j'ai installé un logiciel machin, il faut le trouver. Bah parfois, il va falloir que vous alliez dans programme, et c'est là qu'on va le trouver. Et puis des fois non, des fois il sera dans programme file, c'est là que vous allez le trouver. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Ça dépasse. Ils m'ont pas mis encore, ça dépasse. Vous m'avez pas mis, ça dépasse. Il faut faire un découpage. Ah, faut faire un découpage. Il vaut mieux trouver des MP3 tout faits sur l'internet. Ça c'est mieux. Donc voilà, je peux pas vous dire tel logiciel sera toujours dans le dossier programme x86 ou dans le programme ou dans le dossier programme tout court. Ça dépend. Des fois ça change dans les versions parce qu'il y a des logiciels 32 bits qui sont passés en 64 bits. Donc avant ils étaient dans programme x86 et maintenant ils sont dans le programme tout court. Je peux pas vous dire. Ça dépend des logiciels. Ok, donc programme et programme x86. Dernier dossier qui va m'intéresser s'appelle Utilisators. Ah, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Utilisators. Qu'est-ce que ça contient, Utilisators? Les comptes utilisateurs. Faux. Non, ça ne contient pas les comptes utilisateurs. Ça contient autre chose lié aux utilisateurs. Le profil. Active Directory, ouais. Non. Oh. Je t'ai entendu, quelqu'un l'a dit. Les profils. Ça contient les profils utilisateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un profil utilisateur? Je vais bien évidemment lourdement insister sur la différence entre les comptes utilisateurs et les profils utilisateurs. Un profil utilisateur, c'est un dossier. Un dossier qui contient quoi? Bah si je vais dedans. Hein. Il contient plein d'autres dossiers qui sont l'environnement de travail de mon utilisateur. Donc si vous regardez bien, dans le dossier utilisateur ici, j'ai quoi? J'ai le bureau, j'ai dossier documents, images, musique, favoris, etc. C'est tout son environnement de travail. Donc c'est très important. Un profil utilisateur, c'est un dossier. Et le dossier du profil utilisateur, il est stocké dans le dossier qui lui-même s'appelle Utilisators. Le coup, ils l'ont bien fait là. Je suis pas d'accord du tout. J'aurais préféré qu'il s'appelle profil. J'aurais largement préféré qu'il s'appelle profil. C'est pas moi qui choisis, hein. Ah, c'est dur le lundi, hein. Ça fait tant de sport en plus tout le week-end. T'as fait combien? T'as fait 2 matchs? Jouer un match et arbitrer un match. Ah, mais je croyais que tu jouais plus. Si je joue, j'ai repris un peu. Tu peux pas s'en passer, hein. Il fait beau, faut profiter. Dès qu'il pleut, t'arrêtes. Hein. Footballeur du dimanche. Le footix. Exactement. Donc bien sûr, à connaître ces 2 points utilisateurs, l'emplacement des profils utilisateurs
Les profils utilisateurs, c'est des dossiers qui contiennent l'environnement de travail d'un utilisateur, son dossier, documents, bureau, images, téléchargement, vidéo, etc. Tout son environnement de travail. Vous avez régulièrement besoin d'accéder à ça, hein, parce que ça fait partie des pannes qu'on a souvent, c'est des problèmes de profil utilisateur. Donc il faut bien savoir que ça se trouve à cet endroit. Voilà, ils sont bien ces dossiers-là. Exactement ça que je voulais. Alors attention. Pourriez-vous faire un petit tour à l'invite de commande? Alors pour l'instant, je vais vous dicter ce que vous devez taper. Vous faites CD anti-slash. Je vous le zoome. Donc d'abord vous tapez CD anti-slash, vous faites entrer. Puis vous allez taper la commande dir. D-I-R. Ça veut dire directory. Donc on remet donc CD anti-slash, puis vous tapez dir, dir. Faut mettre dire. Et si vous faites dire, ça vous liste le contenu des dossiers dans votre disque dur. Sauf que si vous regardez bien, c'est pas les mêmes noms. Le dossier programme dans votre explorateur de fichiers, il s'appelle programme file quand on fait dire. Le dossier programme x86, il s'appelle programme file x86. Et le dossier utilisateur, il s'appelle users. C'est parce qu'en fait, c'est la localisation de votre Windows qui fait ça. Le vrai nom du dossier programme, c'est programme file. Mais en fait, il y a un alias qui est créé dans Windows pour que vous le voyez, entre guillemets, en français. Alors qu'en fait, c'est pas le même nom sur le disque dur. Donc il faudra faire attention. Vous avez peut-être des mails qui vous sont envoyés avec un chemin. Si ça vous parle de programme file, bah c'est programme en fait. Si ça vous parle de C2.users, c'est utilisateur. Vous avez peut-être des scripts qui vont aller taper au mauvais endroit parce que c'est pas le bon nom. Si vous regardez dans les propriétés avancées des fichiers, c'est le nom anglais qu'on voit. Donc ça, c'est une équivalence à connaître. Il faut connaître programme file égale programme file x86 égale programme x86 et user égale utilisateur. Bon, Windows, ça reste Windows. Ça va. C'est pas beaucoup de différence. C'est good? À connaître par cœur. Allez, on va faire une petite comparaison. Est-ce que vous pouvez m'installer un Windows 11, s'il vous plaît? Nouvelle machine. Oui, faites une deuxième VM, mais avec Windows 11 cette fois. On parle de l'ISO De l'ISO, oui, pareil. Vous refaites une install en partant de l'ISO. Sur le switch. PV1, pareil. Ouais. Comme ça, de toute façon.
C'est la prise en charge du chiffrement qu'il faut activer. Pardon? Hervé, Oui. Activer le module de plateforme sécurisée, c'est ça? Oui, la puce TPM. C'est Qui est justement utilisée pour le chiffrement de BitLocker, évidemment. Et je vais vous demander de me faire la même chose que sur Windows 10, c'est-à-dire me créer une partition de 60 Go. Et là, que se passe-t-il? Tout s'enchaîne. Ça vive assez. Activer la clé. T'as réussi à activer la clé. activer la clé. Oui, la TPM là. Voilà. T'as pris génération 2 au début ou pas? Non, non, c'est pour ça que ça va marcher. Par contre, moi j'ai un message press any key to reboot from CD or DVD. Eh ben, faut press any key pour booter sur l'ISO. Ça a pas l'air de fonctionner. Alors, parce qu'on a nos partitions pour nos fonctionnalités. Non? Oui. On a déjà installé Windows 11 alors, eh ben démerdez-vous, allez, faites quelque chose. Putain, les mecs ça ronfle depuis ce matin là, je les vois. Ils sont en train de dormir, je les réveille pour les faire un truc. Je peux rien faire. Bah qu'est-ce que vous avez fait comme connerie? Ah bah je peux pas en dépanner trop d'affilée là. J'en ai déjà 2 à dépanner. T'as le ticket, est-ce que t'as le mode noyau ou pas là? Ton ticket c'est combien là? C'est 11 Pro. Ah bah oui, comme on a fait 10 Pro, on prend 11 Pro. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, Nasreddin? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, où quelle est la poulette? Eh ben, press and niquer, est-ce que t'as pressé et niqué? Oui, j'y arrive pas. T'arrives pas à presser et niquer? Carré noir. Bah, alors, fais carré noir. Hein? Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ta VM, s'il te plaît? Alors, ok, donc t'as fait quoi? T'as la puce TPM, ça c'est bon. Windows 11, plus 10. Okay. C'est pas mal ça, démarrer le lecteur à partir du CD 4 Go 4 cœurs. Client 0. Ok. Tu mets dans le lecteur de DVD. C'est bon, bah fais OK. C'est bon, la génération 2 j'ai pris. C'est même configuration. On va réessayer, hein. Fais OK. Fais démarrer. Appuie direct. Appuie sur une touche. Ça non, faut être rapide. Ah bah faut, oui. Bah, quand ça s'affiche appuyer sur une touche, c'est là qu'il faut appuyer sur une touche. Direct, faut pas attendre. Alors donc Christophe, pareil. C'est bon. Bon Christophe, c'est bon. Le J. Jérémy. Non, c'est bon en fait. Dans la base, je voulais savoir si c'était 60 Go avec peu dur et. Ouais. Donc voilà. Non mais surtout, bah, vous avez remarqué quelque chose? Non, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ah bah oui, il y en a une de plus maintenant. Hein. Il y a un petit changement. Pourquoi il y a 3 partitions maintenant? J'ai oublié de mettre 127. Ouais, je sais, le lundi matin, c'est dur. Donc, on retrouve notre partition de 50 mégas qui est devenue 100 mégas maintenant. Là, il a grossi BitLocker. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce MSR là, 16 mégas? C'est pour le... Non, ah non, ça c'est celle de 100 mégas. Oui, Kevin? Un brocoli, moi. Brocoli. Je pense
C'est pas que ce serait compliqué, dis donc, booter sur Windows 11. Ok, il est où le 5? Quelle est la question? Il met spécial donc pas exécuter long. Ah, est-ce que tu as activé la puce TPM? Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de cette VM, s'il te plaît? Oui, sécurité. Sécurité, sécurité. Et non, tu n'as pas activé la puce TPM. C'est pour ça. Ok. Ah bah, t'as pas le choix. Carré noir. Activez le module de plateforme sécurisé, le module de sécurité TPM. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Ok. Ouais, tu acceptes. Tu crées un lecteur de 60 Go. Oui. Ah, il y en a 3! C'est parce que vous avez des BIOS UEFI. C'est pour les outils d'administration du BIOS. Il a besoin de cette partition MSR. Ça commence à faire. Et dans Windows 12, qu'est-ce qu'on va avoir? 4 partitions? On n'arrête pas l'inflation. Hein. Ça n'arrête pas. Bon, le temps que ça s'installe, je vais uriner. Je reviens. Vous êtes sage, hein? Je croyais combien tout à l'heure, 127, c'est possible. 60 60 000. Ah oui, 60 000. C'est bon. Mais allez chier dans une fiole, on verra après. Ah! Hello there. On en a gros! Le fait d'avoir un truc de Mac, c'est un messager en Mac, je sais pas si c'est ouf. Une chenille! Surprise, motherfucker! It's a trap!
Alors, c'est en train de s'installer? Parfait. On va faire un petit truc pendant que ça s'installe parce que on me l'a déjà demandé, et plusieurs fois. Parce que... je vais par là. Ah si, il est là. J'espère que ce que je vais faire est complètement inutile, mais ça ne l'est jamais. On va faire le tour des touches du clavier. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le nom des touches. Et c'est important de le connaître dans votre métier. De savoir comment ça fonctionne. En particulier, quand vous avez Brigitte au téléphone. De savoir lui parler des touches, là où elles sont et comment elles s'appellent. Bon, question, comment est-ce qu'on écrit en minuscule sur un clavier? Facile. On appuie sur les lettres. Et normalement, c'est écrit en minuscule. Comment on écrit en majuscule sur un clavier? On appuie sur la touche Shift. C'est laquelle? La flèche qui monte vers le haut. Ok. Il y a combien de flèches qui montent vers le haut sur ce clavier? 3. Ah ouais. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. La flèche qui monte vers le haut. La grosse flèche qui monte vers le haut. Alors, j'ai dit qu'on parlait de Brigitte, mais il y a du respect quand même à avoir pour elle. Et je vous déconseille très fortement la grosse. C'est possible qu'elle le prenne très mal. C'est possible qu'elle le prenne très mal. La flèche blanche et noire. Ah ouais? Je la trouve où sur ce clavier? Ben, je la trouve pas parce que sur ce clavier, il y a écrit mage. Il n'y a pas de flèche grosse et noire vers le haut. Alors, un conseil. Prenez des points de repère sur le clavier. Normalement, sur les claviers, il y a des lettres qui ne bougent pas. Qui sont toujours au même endroit. Donc, la fameuse touche majuscule dont vous parlez, vous pouvez me dire où est-ce qu'elle se trouve par rapport à une lettre du clavier? Voilà. À gauche de W, c'est bien ça. À gauche de W, c'est pas mal parce que les W, ils sont toujours au même endroit sur les claviers. Enfin, les claviers AZERTY. Bon, on estime que Brigitte, il y a des chances qu'elle ait un clavier AZERTY. Donc, repérez les touches du clavier. D'accord? Donc, à gauche de la touche W, il y a la touche majuscule. Faux. À gauche de W, il y a quoi? Il y a... Comment ça s'appelle? Il y a Caps Lock à gauche de la lettre W. Faux? Non. C'est faux. Comment s'appelle la touche qui est à gauche de W? Regarde ton clavier. Eh ben, comment ça s'appelle? C'est inférieur et supérieur. Brigitte, c'est ça qu'elle va connaître. Hein. Inférieur et supérieur. Eh ouais, c'est comme ça qu'elle va l'appeler. Sinon, ça s'appelle les chevrons. Le terme exact, c'est les chevrons. C'est des chevrons. Et donc, à gauche des chevrons, vous avez la touche majuscule. En anglais, c'est la touche Shift. Donc, si on veut écrire en majuscule, il faut rester appuyé sur cette touche et écrire et taper sur le clavier. Ça va être en majuscule. À gauche de la touche Q. Brigitte, en général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met à gauche de la touche Q et elle enlève quand elle a fini. Mais ça, c'est possible. Comment s'appelle cette touche? À gauche de la touche Q. À part la grosse flèche vers le haut. Ou le cadenas. Grosse flèche vers le haut avec le cadenas. Avec le cadenas ou sans cadenas. Ou sans cadenas. Alors, elle s'appelle verrouillage majuscule en français. Shift Lock en anglais? Non, c'est Caps Lock. C'est Caps Lock en anglais. Ah, je connais pas cette expression. C'est surtout pour toi que je le fais. Hein. J'espère que tu es attentif à tes souhaits. T'entends, Brigitte? Donc ça veut donc dire que si vous appuyez sur la touche majuscule, vous avez donc soit à gauche de la touche Q, soit à gauche des chevrons, soit une troisième solution. En dessous de tabulation. Mais encore En dessous de tabulation? Alors là, non, il n'y a aucune chance qu'elle connaisse tabulation. Non. Non, mais c'est la même touche. Alors moi, je trouve qu'à gauche de Q, c'est bien. Hein. Parce qu'à gauche de Q, là, il n'y a pas d'équivoque possible. Non, mais il y a une autre touche. En dessous de la touche entrée? En dessous de la touche entrée, oui. Ou à droite du point d'exclamation.
vous avez une autre touche pour passer en majuscule. Et c'est pas comme Caps Lock ou verrouillage majuscule, il faut rester appuyé dessus pour faire les majuscules. D'accord? Si vous voulez utiliser les troisièmes symboles des touches, il faut faire comment? Alt GR, ça veut dire quoi Alt GR? Oui, Alt c'est pour alternatif et GR c'est graphique. C'est alternatif graphique. C'est le troisième symbole des touches que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a une autre solution que faire Alt GR et la touche? Au code avec Alt quelque chose. Alors non, ça marche pour n'importe quel symbole. Non, non, c'est par exemple, je veux faire arrobase. Si je veux faire arrobase, je fais effectivement Alt GR 0, ça va faire arrobase. Et il y a une autre solution. CTRL Alt. Si vous faites CTRL Alt et la touche, ça fait aussi arrobase. Attention, ça ne marche pas dans tous les logiciels. Il y a certains logiciels, le CTRL Alt, ils ne le prennent pas. Comme Word. Donc il y a des... C'est évidemment intéressant de connaître tout ça quand il faut taper les mots de passe. Avec des caractères spéciaux, et j'arrive pas à faire le arrobase, bah essayez CTRL Alt à la place du Alt GR. Peut-être parce que la touche Alt GR, elle est en panne, par exemple. Ou l'utilisateur n'utilise pas la bonne. Utilise la touche Windows, par exemple, à la place de Alt GR. Ce n'est pas une bonne idée. Allez, on va faire un petit tour sur ces fameuses, justement, troisième symbole, ou deuxième symbole. La touche qui est à gauche du chiffre 1, elle s'appelle comment? C'est le carré. Attention, c'est pas le chiffre 2, hein. C'est le carré. D'accord? Après, en dessous du chiffre 1, esperluette ou perluette. S'en sert dans quel cas ce symbole-là? Le ben, j'entends pas. Le est logique, tout à fait, quand on en a besoin. Ou on s'en est servi pour coller les commandes. Ça s'appelle concaténer. Vous l'avez sur Excel aussi. Quand vous voulez concaténer des cellules, on utilise le esperluette. Bon, après, bon, je suppose que vous connaissez le E avec accent. Et à côté, ça s'appelle comment? Undercut? Ah, je connais pas. Moi, je l'appelle pas comme ça. De quoi? Le troisième symbole du chiffre 2. La cellule avec le 2. C'est tilde. Oui, il s'appelle tilde. Sur le chiffre 3, vous avez, ouvrez les guillemets, et hashtag dièse. Hashtag. C'est dièse. Alors, ça dépend donc qui vous avez au téléphone. Si vous avez Brigitte, ce sera mieux dièse. Hein. Si vous avez sa fille, bah là, hashtag, ce sera mieux que dièse. Après, sur le chiffre 4, vous avez apostrophe et... Non, c'est pas parenthèse. Non, c'est pas paragraphe. C'est accolade. C'est accolade ouvrante. C'est accolade ouvrante. Sur le chiffre 5, vous avez... Donc il y a parenthèse et c'est crochet. On l'appelle crochet celui-là. Sur le chiffre 6, vous avez donc le tiret. Le fameux tiret du 6, c'est le symbole moins. Et la barre verticale, c'est... Ça porte un nom. Pipe. C'est ça. Pipe. Pipe pour ceux qui n'ont pas l'accent, mais c'est pipe. Le pipe, c'est donc barre verticale du 6, si vous voulez la trouver. Pardon? C'est la pipe, Brigitte? Tu vas la choquer, Brigitte. Ça, c'est moche, hein? Brigitte, à la fin du col, elle est finie. Hein. Sur le 7, vous avez le deuxième E accent et... Le backstick. On appelle ça la cote. Oui, mais c'est un accent grave tout seul. C'est la cote en français. Sur le 8, bon, on a le fameux tiret du 8 et son vrai nom c'est underscore et l'anti-slash. Pour le 9, bon, le CCD et
L'accent circonflexe. L'accent circonflexe, faux. C'est pas l'accent circonflexe qui est là. Ah oui, Ça non, va c'est pas te faire un vrai, accent voilà. circonflexe quand tu utilises ça. Chapeau, oui. C'est... Merde, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est le symbole de liaison. En fait, ça sert à coller deux choses aussi. C'est un peu comme le esperluette. Et c'est... Merde. L'accent circonflexe qui est à côté du CCD, qui n'est pas l'accent circonflexe. Voilà, l'erreur que fait souvent Brigitte, c'est qu'elle l'utilise pour faire l'accent circonflexe et elle dit mais ça fait pas d'accent circonflexe. C'est normal, c'est pas l'accent circonflexe qui est là. C'est le link. Ah oui, putain, mais... Oh, c'est moche de vieillir. Hein. Je le retrouverai. Donc après le 0, bon bah c'est le arrobas, vous connaissez. Après, à droite du 0, alors il y a degré d'abord. Après, fermez la parenthèse et fermez le crochet. Après, il y a plus égal et fermez l'accolade. C'est fermer l'accolade, hein, celui-là. C'est ça. Après, le fameux accent circonflexe, il est à droite du P. Donc attention, hein, il faut l'utiliser avant la consonne, avant la voyelle, pardon. Donc si vous faites d'abord accent circonflexe O, ça fera un O accent circonflexe. Si vous faites majuscule accent circonflexe O, ça fera les trémas. Ça s'appelle les trémas. Donc à droite de l'accent circonflexe, vous retrouverez livre sterling et dollar, plus, c'est le symbole paragraphe. C'est le symbole cellule, par shuriken. C'est le symbole cellule dans les tableaux. Celui-là, je me souviens plus comment il s'appelle. Bon, après en dessous on a pourcent, avec accent. Ah, à droite de pourcent, micro, c'est mu, la lettre grecque, mais ça veut dire micro. Et étoile, il s'appelle comment? À part étoile, Astérix. Astérix et Péril. C'est Astérix le Gaulois. Après, dans ceux d'en bas, à droite du N, bon, on retrouve point d'interrogation, virgule, point, virgule, slash, deux points, double S, point d'exclamation. Et c'est paragraphe aussi, celui-là. C'est le symbole paragraphe. C'est deux S imbriqués l'un dans l'autre. Après, les autres touches, il n'y a rien. Si. Alors, ça dépend des claviers. Tous les claviers n'ont pas les 6 touches au-dessus des 4 flèches de direction. Au-dessus des 4 flèches de direction, vous avez supr, insert. Bon, ça c'est facile. Mais surtout, au-dessus, les deux du milieu. Vous avez quoi comme symbole sur votre clavier? Les arêtes de poisson? Il y a écrit fin, début? Fin. Ça veut dire quoi, fin et début? Alors ça veut dire quoi, fin? La dernière page, par exemple? Non. C'est pour les Non, c'est pour les derniers caractères. Tout en bas de quoi? Dernier caractère de la Après le ligne. dernier caractère. De la ligne. C'est fin de ligne. Donc quand vous êtes dans une ligne de texte, ça va à la fin de la ligne. Et position 1, ou début, ça va au début de la ligne. Des fois, vous n'avez pas le symbole début, c'est une flèche en diagonale comme ça. Mais c'est toujours placé au même endroit. C'est au-dessus de fin. Au-dessus de fin, vous avez début de ligne. Et à droite, vous avez les page up et page down. Alors soit vous avez des arêtes de poisson qui sont dessinées, où il y a écrit PU, PD, ou page up, page down, ça dépend. Ça fait quoi? Ça va tout en haut de la page là qu'on voit pas tout en haut de notre texte, mais juste tout en haut de la page affichée. Ça va pas en haut de la page affichée et ça va pas en bas. Page précédente ou sur la Voilà. page suivante. Ça descend des blocs de ce que vous voyez. Donc si vous êtes dans Excel par exemple, et vous voyez 20 lignes, si vous faites une fois page down, ça vous descend de 20 lignes. Pareil dans Word, vous êtes peut-être dans la page 12, si on fait page up, ça vous monte, peut-être pas d'une page, hein, peut-être d'une demi-page. En fait, ça dépend de ce que vous voyez à l'écran. Et ce que vous voyez à l'écran, ça dépend de votre résolution. Et souvent, la résolution, ça dépend de l'écran que vous avez. Donc, il va y avoir des fois où page down, ça va vous descendre de 10 lignes, et des fois, ça va être de 20 lignes. Ça dépend de ce que ça s'affiche, en fait. Donc, c'est utilisé pour les ascenseurs. En fait, page up et page down, ça permet de descendre de blocs de lignes, plutôt que de faire molette, 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 molette quand vous voulez descendre. Et ça vous descend de ce que vous voyez. Ça descend d'un bloc de ce que vous voyez. Donc ça, c'est très pratique quand on regarde dans des listings, quand on doit faire des choses comme ça. Petite cerise sur le gâteau. Entre la touche CTRL et ALT-GR,
vous avez une ou deux touches. Vous avez au moins la touche Windows. Et à côté, elle sert à quoi? C'est Clic droit. C'est clic droit de souris. C'est laquelle? Ça veut dire menu contextuel. À gauche du contrôle de droite. Donc faites attention aussi, parce que je dis à gauche du contrôle de droite, parce que la touche contrôle, il y en a combien? Il y en a deux. Il y en a une en bas à gauche et une en bas à droite. Une sorte de page. Ah, la page. C'est quoi? C'est clic droit. Exposant. Eh oui, c'est ça, exposant. C'est ça, merci. C'est ça, c'est le exposant. L'accent circonflexe qui n'est pas un accent circonflexe. C'est exposant, ça sert à faire deux exposants, je crois. Même ça, je m'en étais servi en plus quand je vous avais fait le 2 la puissance n-2, j'avais fait exposant. Ça c'est le vieillou. C'est le vieillou, ça. T'oublies tout avec le vieillou. Voilà, donc maintenant vous savez comment s'appellent les touches. Et ça, eh ben, ça a fini, parfait. On va pouvoir finir l'install de Windows 11. C'est parce qu'il est l'heure de manger. Ouh, ça fait... Ah mais elle est dépassée carrément l'heure de manger. Oh là 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 là, c'est pas possible. Ah non, mais là... Ah oui, c'est ça. Ah non, non bah on va manger là. Ah oui, 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 non mais là, c'est pas possible. Bon bah ciao la commu, à tout à l'heure, bon appétit, et tout quoi. Allez zou, allez ça part en déjeuner. Allez zou. J'aime me beurrer la biscotte.